Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on vous embarque dans un épisode profondément bouleversant, intense, humain, et inoubliable de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce jeudi 3 juillet 2025 sur TF1. Il s'agit de l'épisode 368, un épisode charnière, où plusieurs personnages voient leur existence basculer, dans la douleur, mais aussi dans la volonté de se relever. Tout commence dans une atmosphère lourde, presque silencieuse, sur fond de ciel voilé à Marseille. Samuel, capitaine de police en apparence solide, mais intérieurement brisé, arrive dans une petite salle communautaire pour participer à son tout premier groupe de parole sur les addictions. Il tremble, il hésite, il doute. Et pourtant, grâce à Gabriel, à ses côtés, il franchit cette porte. Ce simple geste marque le début d'un long combat contre lui-même. Et puis vient le moment de vérité. Face au cercle d'inconnus, Samuel se lève et parle. Il se livre, nu, sans masque, avec des mots qui brûlent, son addiction aux opioïdes, les abus subis, les mensonges de sa mère, le poids de la honte, et la tentation du pire. On assiste à un moment d'une rare intensité, brut, sincère, émouvant. Il dit tout. Il raconte comment, la veille, il a songé à en finir. Comment Idriss et Gabriel l'ont sauvé in extremis. Et dans ce cercle, personne ne le juge. Tous comprennent. Tous l'accueillent. Mais cet épisode ne se résume pas à la descente aux enfers de Samuel. Au pavillon des fleurs, Hector confie à Blanche qu'il participe à un programme expérimental de thérapie aquatique. Ce n'est pas pour lui, dit-il, c'est pour faire avancer la recherche, pour que cette maladie neurodégénérative qui grignote lentement son esprit serve à quelque chose. Et lorsqu'il murmure qu'il a déjà choisi la date, Blanche comprend. Le compte à rebours est lancé. Chaque moment partagé devient alors un acte de résistance contre la fin annoncée. Et ce n'est pas tout, dans les locaux de l'association, Apolline réussit l'impossible. Après des jours de lutte acharnée, elle parvient à faire rembourser l'intégralité de la somme volée à Aya lors d'une arnaque. L'émotion est palpable, le soulagement immense. Mais la relation avec Ophélie, elle, reste glacée. Les blessures sont encore ouvertes. Et Apolline le sait, si elle veut reconstruire cette confiance perdue, il lui faudra bien plus qu'un acte héroïque. Pendant ce temps, au Mistral, la tension monte. Un voisin agressif et paranoïaque menace Luna, malgré les preuves évidentes de sa bonne foi. Il se sent humilié, et derrière son regard sombre, on sent poindre un danger plus grand. Un conflit est en train de naître et il pourrait bien éclater violemment. Enfin, la séquence la plus forte, la plus déchirante, c'est celle qui clôt l'épisode. Samuel, après avoir affronté ses démons, prend une décision courageuse. Il se rend dans le bureau du commissaire Patrick Nebout, le cœur lourd mais la tête haute, et avoue, c'est lui qui a volé les boîtes de morphine. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne fuit plus. Il assume. Et face à lui, Patrick, bouleversé, comprend qu'il ne parle plus à un collègue, mais à un homme en reconstruction, qui lutte pour ne pas sombrer à nouveau. Ce jeudi 3 juillet, Plus belle la vie nous offre un épisode d'une richesse émotionnelle rare, à la fois sombre, lumineux, tragique et porteur d'espoir. C'est l'histoire d'un homme qui chute mais qui choisit de se relever. C'est l'histoire de l'amour au bord du gouffre, de l'amitié, du pardon, et du combat pour rester debout. Restez avec nous, car on va tout vous raconter en détail, scène par scène, émotion après émotion. Cet épisode mérite qu'on s'y arrête, qu'on le décortique, qu'on le ressente. C'est bien plus qu'un simple épisode. C'est une leçon de courage. Fin de journée, ciel voilé sur Marseille. Le van de Gabriel s'arrête devant une petite salle communautaire du centre-ville. L'endroit est discret, presque invisible depuis la rue. Une affichette plastifiée signale « Groupe de parole addiction et dépendance ». Samuel reste assis dans le véhicule, le regard vissé au sol. Ses doigts tremblent. Il se racle la gorge, tente de cacher son angoisse. Je suis pas sûr d'y arriver. Gabriel, à ses côtés, le regarde avec douceur. Ces gens, là-bas ils vivent le même enfer que toi. Personne ne va te juger. Ils savent ce que c'est.
Samuel ferme les yeux un instant. Il inspire. Puis hoche lentement la tête. Ils descendent. Dans la salle. Lumière blanche. Chaises disposées en cercle. Une petite quinzaine de personnes. Tous différents, mais unis par une douleur commune. Samuel s'installe. Au départ, il n'ose pas croiser les regards. Il écoute, en silence. Un homme parle de ses rechutes. Une femme évoque sa solitude. Un autre, sa honte. Puis c'est à lui. Le silence se fait naturellement autour de lui. Tous attendent. Samuel se redresse. Ses mots sont d'abord hésitants. Puis, peu à peu, sa voix s'ancre. Je m'appelle Samuel. Je suis capitaine de police. Et je suis accro aux opioïdes. Il inspire, profondément. Il sent les regards. Mais pas un seul n'est accusateur. J'ai eu un mal de dos. Très fort. Enfin, c'est ce que je croyais. Ce mal, c'était rien. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Ce qui me détruit, c'est ce que j'ai découvert après. Il se racle la gorge. Sa mâchoire se crispe. J'ai appris que mon père était un salaud. Un prédateur. Et que ma mère, elle le savait. Elle a fermé les yeux. Pendant des années. Un murmure discret traverse la salle. Pas de jugement. De la compassion. J'ai pas su gérer. J'ai tenu bon quelques semaines. Puis j'ai plongé. Parce qu'il fallait que ça s'arrête. Le vide. La honte. La rage. Tout ça je voulais plus ressentir. Alors j'ai avalé des comprimés. Puis d'autres. Jusqu'à ce que je me perde complètement. Samuel baisse les yeux. Un silence respectueux accueille ses paroles. Personne ne commente. Mais plusieurs hochent doucement la tête. Ils comprennent. Gabriel, en retrait, esquisse un sourire discret. Fier. Soulagé. Samuel relève les yeux. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux m'en sortir. Et je crois que j'ai besoin d'aide. Une femme lui tend une bouteille d'eau. Un autre lui tape l'épaule. La reconstruction commence. Salle de réunion, lumière tamisée. Les voix se sont éteintes. C'est à nouveau Samuel qui prend la parole. Il transpire un peu. Les mains jointes, les coudes sur les genoux, il regarde le sol. Ce qui est le plus dur, murmure-t-il, c'est pas le manque. Ni même la douleur physique. Silence. Il lève lentement les yeux, son regard est voilé d'émotion. Le plus dur c'est de me dire que ma mère elle m'a jamais aimé. Des regards compatissants se tournent vers lui. La psychologue du groupe, assise en face, l'encourage d'un signe de tête. Elle m'a laissé dans les bras d'un homme qui faisait du mal. Et quand j'ai découvert la vérité, j'ai attendu, j'ai espéré qu'elle dise que c'était faux. Qu'elle se lève, qu'elle me défende. Sa voix se brise. Il ravale ses larmes. Mais elle n'a rien dit. Pire encore, elle a justifié. Comme si c'était normal. Comme si c'était moi le problème. Il secoue doucement la tête. Le poids de cette trahison est encore immense sur ses épaules. Hier, j'ai craqué. J'ai pris la voiture de service, et je suis parti loin. Très loin. J'ai regardé mon flingue pendant des heures. La salle retient son souffle. Et puis Idriss est arrivé. Gabriel aussi. J'ai posé l'arme. Mais je vous jure, j'ai jamais été aussi bas. Un silence intense s'installe. Puis la psychologue prend la parole, calmement, d'une voix douce et ferme. Vous avez fait un pas immense, Samuel. Regardez ces ténèbres en face, les nommer, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous l'avez fait. Assumer ses erreurs, dire qu'on a touché le fond, c'est le début de la guérison. Samuel hoche la tête, les yeux embués. Ça fait 36 heures que j'ai rien pris. À part le traitement de substitution. Un murmure d'admiration discret. Une femme dans le cercle lui adresse un sourire encourageant.
C'est un exploit. J'ai encore peur. Tout le temps. J'ai l'impression que si je baisse la garde je vais replonger. La psychologue répond aussitôt. Alors on va rester là. Pour vous rappeler chaque jour que vous n'êtes pas seul. Samuel respire profondément. C'est la première fois depuis longtemps qu'il se sent un peu moins vide. Dans les locaux de l'association, Apolline est installée devant son ordinateur portable, concentrée, le visage tendu mais déterminé. Les yeux cernés, elle pianote nerveusement sur son clavier. Cela fait plusieurs jours qu'elle remue ciel et terre pour aider Aya à récupérer l'argent perdu dans l'arnaque dont elle a été victime. Elle a contacté la plateforme de paiement, relancé plusieurs interlocuteurs, monté un dossier solide avec capture d'écran, échange de mails et justificatifs. Et enfin un message vient d'arriver, votre demande de remboursement a été acceptée. Le virement sera effectué dans un délai de 48 heures. Un petit sourire se dessine sur le visage d'Apolline. Elle se lève aussitôt, téléphone à la main, et file retrouver Aya. Quelques minutes plus tard, elle entre dans la petite salle commune où Aya discute avec Ophélie. Apolline annonce la nouvelle, soulagée. C'est bon. L'argent va être remboursé. Aya la regarde, d'abord stupéfaite, puis profondément émue. Tu t'as réussi? Vraiment? Oui. Tout a été validé. Tu vas récupérer chaque centime. Aya serre Apolline dans ses bras, bouleversée. Mais à côté d'elle, Ophélie reste en retrait, les bras croisés, le regard froid. Son ton est sec. C'est bien. T'as fait ton boulot. Le silence tombe. Apolline, piquée, reste calme, mais ses yeux se durcissent légèrement. J'ai pas fait ça pour me racheter. J'ai fait ça pour Aya. Parce que c'était injuste. Ophélie ne répond pas. Elle détourne le regard, visiblement toujours en colère depuis les événements passés. Je sais que tu m'en veux encore, Ophélie. Et tu as raison. Mais un jour, faudra qu'on parle. La jeune femme ne répond toujours pas, puis s'éloigne, visiblement émotive. Dans les yeux d'Apolline, on lit la lassitude mais aussi une fierté discrète. Elle a au moins réussi une chose, redonner espoir à Aya. Mais pour regagner la confiance d'Ophélie, le chemin sera plus long. En fin de matinée, le pavillon des fleurs s'éveille doucement à une nouvelle journée. Blanche pousse la porte d'entrée, suivie d'Hector, visiblement en forme. Il tient un petit sac de sport à la main, l'air décidé. Éric, qui rangeait quelques dossiers à l'accueil, les salue d'un regard, curieux. Salut vous deux. Vous avez l'air de bonne humeur. Hector est motivé, il a piscine ce matin, lance Blanche avec un sourire. Mais à ce moment-là, Hector prend les devants, un peu trop vite, comme s'il voulait avoir la parole en premier. Oui, je vais à la piscine 2 fois par semaine maintenant. C'est un programme spécial. Blanche, interloquée, tourne la tête vers lui. Un programme? Quel genre de programme? Elle ne cache pas sa surprise. Elle pensait tout savoir des rendez-vous de son compagnon, surtout depuis qu'il lui a révélé sa maladie. Mais ce programme. C'est la première fois qu'elle en entend parler. Hector hésite à peine une seconde. De la rééducation. Pour entretenir ma motricité, ma coordination. C'est encadré par un kiné. Éric, bienveillant mais observateur, capte le léger flottement entre eux. Blanche hoche lentement la tête. Elle ne dit rien, mais son regard trahit une inquiétude sourde. Je ne savais pas que tu avais commencé ça, murmure-t-elle, plus pour elle-même. Hector s'empresse d'ajouter, avec douceur. Je voulais être sûr que ça m'aide, avant d'en parler. Je voulais pas t'inquiéter inutilement. Il tente un sourire rassurant, mais Blanche, elle, reste silencieuse un instant. Elle comprend ses intentions, mais elle sent aussi le poids de cette nouvelle étape de la maladie, le corps qui suit moins, l'esprit qui anticipe. Elle lui tend la main, et il la prend. Ensemble, ils s'apprêtent à franchir un nouveau palier. Dans l'ombre de la maladie, chaque détail compte. Et parfois, même une simple séance de piscine peut faire vaciller les certitudes.
Après le départ d'Éric, le silence retombe doucement dans le petit salon du pavillon des fleurs. Blanche et Hector sont seuls, assis l'un en face de l'autre, baignés par une lumière douce filtrée par les stores. Hector a posé son sac de piscine à ses pieds, mais il semble soudain bien loin de cette activité anodine. Il fixe un point invisible, comme s'il cherchait les mots. Puis il se lance. Tu sais, cette piscine c'est pas juste pour me dérouiller les jambes. Blanche le regarde, attentive, mais déjà inquiète. C'est un atelier. De la thérapie aquatique. Elle fronce les sourcils. Il continue, d'une voix grave mais calme. Il teste des choses nouvelles. Des exercices en immersion pour stimuler des zones du cerveau liées à la mémoire. À la cognition. Ça active des connexions, parfois. C'est pas magique. C'est expérimental. Mais je voulais en faire partie. Blanche déglutit. Tu fais ça pour toi? Il secoue la tête. Je fais ça pour la recherche. Pour les autres. Pour que mon pauvre cerveau malade serve à quelque chose. Un silence. Blanche le regarde, les larmes aux yeux. Elle comprend ce qu'il est en train de lui dire. Ce n'est pas un simple traitement, c'est une dernière tentative. Un leg. Elle murmure, la gorge serrée. Tu n'as pas changé d'avis. Hector baisse légèrement les yeux. Non. J'ai même choisi la date. Un sanglot étouffé échappe à Blanche. Elle secoue la tête, se lève brusquement et fait quelques pas, les bras serrés autour de sa taille. Je ne veux pas savoir. Je peux pas. Il se lève à son tour, lentement. Il s'approche, pose une main douce sur son épaule. Je ne te demande pas de m'approuver. Juste de marcher avec moi jusqu'au bout. Elle se retourne vers lui, les yeux remplis de douleur. Alors, dans un souffle, il lui dit cette phrase, qui sonne comme un serment. En attendant, je veux qu'on la bouffe, la vie. Tous les deux. Et dans ce regard qu'ils échangent, il y a tout. La peur. L'amour. Le refus du renoncement. Et la promesse, même dans la fin annoncée, de ne pas se laisser voler un seul instant de lumière. Dans l'ombre tamisée du Mistral, alors que le service du soir commence à peine, Samuel et Jennifer sont assis à l'une des petites tables près de la fenêtre. Un verre à la main, Samuel paraît calme, presque serein, mais son regard, lui, trahit encore la fatigue, les luttes intérieures, les nuits sans sommeil. Jennifer l'observe, en silence. Elle attend qu'il parle. Et il finit par se lancer, d'une voix douce mais ferme. Je vais me battre, Jen. Je te le promets. Je veux sortir de ce tunnel. Elle hoche la tête, les lèvres pincées, touchée mais prudente. Il poursuit. Le groupe de parole, ça m'a fait du bien. Entendre les autres, dire les mots. Sans jugement. C'était comme un miroir. Il se tait quelques secondes. Puis reprend, plus bas. Mais j'ai pas envie de t'embarquer là-dedans tout de suite. Je veux que tu me vois debout. Fort. Plus comme la loque que j'ai été. Jennifer pose doucement sa main sur la sienne. Tu sais que je peux encaisser. Je sais. Justement. C'est pour ça. J'ai pas envie de continuer à te faire du mal. Un silence. Puis Samuel souffle. Quand je serai complètement sevré, je veux que tu reviennes. Si tu veux. Jennifer reste figée un instant, la gorge nouée. Elle a l'impression d'entendre à la fois une déclaration d'amour et un au revoir temporaire. Samuel la regarde droit dans les yeux, sincère, vulnérable. Je t'aime, Jennifer. Elle ferme les yeux une seconde. Puis les rouvre, bouleversée. Moi aussi. Mais aucun baiser, aucun geste n'accompagne ces mots. C'est une promesse suspendue, un fil fragile qu'ils tiennent à deux. Pour l'instant. Pendant ce temps, au commissariat, Idriss et Morgane sont dans le local de stockage. Morgane tient entre les mains 3 petites boîtes soigneusement scellées. Elle les regarde longuement, puis les remet en place sur l'étagère. Idriss, à côté d'elle, souffle nerveusement.
On dira qu'on les avait mal rangés. Ou qu'on a mal vérifié la première fois. Morgan le fixe. On couvre un collègue, pas un délinquant. Il risquerait la suspension. Et la radiation. On sait ce qu'il vaut. Il a juste chuté. Elle acquiesce, résignée. Mais son regard reste inquiet. Elle sait que la chute peut revenir. À tout moment. Au pavillon des fleurs, la tension est palpable. Luna, calme en apparence mais déterminée, tend son téléphone au voisin mécontent. Sur l'écran, elle fait défiler les images de la vidéosurveillance nocturne. Regardez bien. Voilà la cour, à 22h30 puis minuit. À 2h, il ne se passe rien non plus. Ni bruit, ni lumière. On ferme à 19h, comme toujours. L'homme observe, les bras croisés, le visage crispé. Il ne dit rien, jusqu'à ce qu'une dernière image apparaisse à l'écran, un chat qui traverse la cour à 3h du matin. Et ça, c'est l'unique mouvement détecté cette nuit-là. Un chat. Mais au lieu de se calmer, le voisin se raidit. Vous me prenez pour un imbécile ? Je vous montre juste la réalité pour qu'on apaise les choses. Non. Vous essayez de me faire passer pour un fou. Et je ne supporte pas qu'on m'humilie. Son ton a changé. Il devient menaçant, son regard plus sombre. Luna, toujours debout face à lui, ne recule pas. Mais dans ses yeux passe un éclair d'inquiétude. Monsieur Privat, si vous avez un problème avec l'association, je vous invite à déposer plainte. Mais pas à menacer les gens. Il la fixe. Un silence long. Puis il tourne les talons sans un mot. Mais Luna sent que le conflit ne fait que commencer. Au commissariat, le silence règne dans le bureau de Patrick Nebout. La lumière du jour se reflète faiblement sur le dossier médical posé devant lui. La porte s'ouvre doucement. Samuel entre. Son visage est fermé, mais sa démarche est déterminée. Il s'arrête devant Patrick, droit comme un piquet. J'ai besoin de vous parler. Officiellement. Patrick referme son dossier, l'observe, comprend aussitôt que quelque chose de grave se prépare. Je vous écoute. Samuel inspire. C'est moi. Le vol des boîtes de morphine. C'était moi. Le silence tombe. Brutal. Patrick ne dit rien pendant de longues secondes. Il ne fronce pas les sourcils, il ne se lève pas. Il digère. Vous venez d'avouer un vol de stupéfiants, capitaine. Un acte grave. Je sais. Et je ne cherche pas d'excuses. J'étais accro. Je me soigne. Je suis allé au bout. Mais je veux assumer. Patrick se lève lentement. Il croise les bras. Vous comprenez ce que cela implique ? Oui. Patrick tourne autour de son bureau, pose ses mains à plat sur le bois. D'un point de vue disciplinaire, je suis tenu de vous suspendre provisoirement. L'IGPN va être saisi. Un conseil de discipline statuera sur votre maintien dans la police. Samuel encaisse. Il hoche la tête. Je suis prêt. Et si je ne l'étais pas, moi ? Patrick a les yeux rouges. Il a vu Samuel grandir dans la maison, il a vu ce gosse blessé devenir un homme droit et aujourd'hui, il doit le briser au nom de la loi. Il souffle, très bas. Vous avez eu du courage. Maintenant, il faut de la constance. Samuel se fige. Patrick reprend. Je vais signaler le vol, c'est mon devoir. Mais je vais aussi préciser que vous êtes en retrait thérapeutique, en soins, et que vous êtes revenu de vous-même. Samuel relève les yeux. L'émotion perce. Merci, commissaire. Ne me remerciez pas. Montrez que vous méritez de rester. Un silence. Puis Patrick termine, plus doucement. Et quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous savez tout sur cet épisode 368 de Plus belle la vie diffusé le jeudi 3 juillet 2025, un épisode marquant, à la fois sombre et porteur d'espoir. Samuel, désormais sur le chemin de la rédemption, prend enfin sa vie en main, quitte à tout perdre pour mieux se reconstruire. Gabriel,
Jennifer, Patrick, tous sont là, à leur manière, pour lui tendre la main. Et c'est aussi cela, plus belle la vie, des chutes vertigineuses, mais toujours la lumière d'un possible renouveau. Apolline, malgré les tensions, prouve qu'elle peut encore faire le bien. Blanche et Hector, eux, avancent en équilibre sur une ligne fragile entre espoir et acceptation. Et dans l'ombre du Mistral, des menaces sourdes commencent à grandir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et activer la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Samuel pourra retrouver sa place dans la police? Ophélie pardonnera-t-elle un jour à Apolline? Et jusqu'où ira Hector dans son combat contre l'oubli? Merci à tous pour votre fidélité et à très vite pour un nouvel épisode.